Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le 20h de Tweet TV. Nous sommes lundi 25 avril 2022, une date qui marque la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, un mal qui, après des années d'existence, continue de faire des ravages en Afrique. Au Burkina Faso, des efforts sont faits pour prendre le total contrôle sur la maladie. Dans ce 20h, nous vous proposerons un état des lieux. La famille Kabui demande vérité et justice pour Lionel Kabui, décédé dans la nuit du 5 au 6 juin 2020 à Ouagadougou à l'âge de 23 ans. Dans une conférence de presse donnée ce matin, les parents du disparu ont exhorté les autorités politiques et judiciaires à accorder une attention particulière au dossier. En France, vous le savez, Emmanuel Macron a été reconduit à la tête du pays. Un nouveau quinquennat qui démarre donc pour le président. Mais quel calendrier propose-t-il pour la suite? Sur quel chantier le président réélu est-il attendu par les Français? Réponse en fin d'édition. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée chaque 25 avril, comme annoncé dans les titres. Cette maladie est l'une des plus vieilles au monde. Malgré l'évolution de la science qui rend le paludisme évitable et traitable, il reste encore malheureusement un mal endémique en Afrique. Au Burkina Faso, cette année, cette journée a été commémorée sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». Annick Gladys Ada et Fatimata Nikiema. Environ 12 millions de cas de paludisme ont été enregistrés au Burkina Faso en 2021 avec 4355 décès. Cette maladie constitue toujours l'une des premières causes de mortalité au pays des hommes intègres. Pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme au Burkina ce lundi, c'est l'école primaire de Tampouy-E qui a été choisie. Dans cette salle de classe, une enseignante dispense à ses élèves un cours sur la maladie du paludisme. Parmi ses élèves attentifs au cours, deux nouveaux, à savoir le ministre en charge de la Santé et celui de l'Éducation nationale. À partir des images et sur la base de leur expérience personnelle, les élèves de cette classe relèvent les facteurs qui favorisent le paludisme ainsi que ses modes de transmission. C'est une initiative qui vise, selon le premier responsable du ministère de la Santé, à faire des élèves le premier relais de sensibilisation pour l'éradication de la maladie au Burkina Faso. Il est extrêmement important pour nous que nous venions à la base, que nous puissions rencontrer des élèves qui sont des vecteurs, des relais de changement pour leur passer l'information vraie sur le paludisme afin que de retour dans leur famille, dans leur communauté, ces élèves puissent transmettre le message, l'information vraie sur ce que c'est que le paludisme afin que nous travaillions à faire reculer ce fléau. Au titre des stratégies de lutte contre cette maladie, figure la distribution de moustiquaires imprégnés qui se fait tous les 3 ans. Cette année, nous nous apprêtons à lancer une campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et on aura une moustiquaire imprégnée pour 2 personnes. En 2021, nous avons eu plus de 12 millions de cas de paludisme qui ont été notifiés au Burkina. Et sur ces 12 millions de cas de paludisme, nous avons eu malheureusement plus de 4000 décès, donc un taux de létalité d'environ 15%. Et ces 12 millions de cas de paludisme représentent 37% des motifs de consultation dans nos formations sanitaires et 55% des motifs d'hospitalisation. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, c'est sous cette thématique qu'est placée la présente journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le choix des élèves pour sensibiliser sur la gravité de cette maladie est bien vu selon le ministre de l'Éducation nationale. Il est important pour nous de sensibiliser les plus jeunes et de les informer qu'ils peuvent se protéger, se prémunir de cette maladie en observant justement en ayant certains réflexes et les enseigner sur le facteur
aggravant de cette maladie-là. L'occasion a par ailleurs été saisie par le ministre en charge de la Santé en marge de cette journée pour rendre hommage aux chercheurs burkinabés qui ont mis en œuvre un vaccin expérimental sur le paludisme. En collaboration avec les partenaires techniques et financiers, une soumission sera faite en septembre prochain à l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination afin de rendre disponible le vaccin. Vous venez de suivre un élément de Serge Kaboré qui faisait donc l'état des lieux du paludisme au Burkina Faso à présent. Retour sur la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Et puis, je vous le disais, donc cette année, le thème est innové pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies. Le paludisme est un problème de santé majeur au Burkina Faso. Il est endémique dans tout le pays avec une poussée saisonnière de juin à octobre. Ce pic saisonnier varie dans les 3 grandes zones géographiques du pays en raison de la durée variable de la saison des pluies. Jusqu'à 3 mois au nord, 6 mois au centre et 9 mois dans le sud. Le Burkina Faso a enregistré au cours de l'année 2021 au moins 2 millions de cas de paludisme avec 4 355 décès selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Globalement, le Burkina Faso fait partie des 10 pays les plus touchés par le paludisme. Il est à l'origine de 43% des consultations médicales et de 22% des décès. Le taux de mortalité a chuté de 17,3% entre 2016 et 2019, passant de 0,87 à 0,72 pour 1000 habitants à risque. Le nombre de cas a également baissé durant la même période, passant de 402 à 387 pour 1000 habitants à risque. Le paludisme est une maladie humaine potentiellement mortelle causée par des parasites que transmettent les piqûres de moustiques, l'anophèle femelle infectée. Il s'agit d'une maladie évitable et dont on peut guérir. Il est l'infection parasitaire la plus fréquente causant plus de soucis chez la femme enceinte. Il est une menace à la fois pour la maman et le fœtus. Au cours de la grossesse, le paludisme est récurrent et son intensité est grande dans les premières semaines. Une simple piqûre d'un moustique, bien que banale, peut être fatale pour une femme enceinte. Déjà que la grossesse en elle-même est un véritable stress. Le Burkina Faso a suivi les recommandations de l'OMS concernant les soins prénatals et encourage l'administration du traitement préventif intermittent pour les femmes enceintes dès la 13e semaine de grossesse. L'administration relativement tardive des soins prénatals à la majorité des femmes enceintes continue d'entraver l'application des recommandations. Selon une étude initiale menée au Burkina Faso chez les femmes âgées de 5 à 17 mois, sur une période d'1 an, le vaccin antipaludéen R21 présente une efficacité de 77%. Le lancement des essais de phase 3 concernera 4800 enfants pendant 1 an avec un suivi de 2023 à 2024 au Burkina Faso et au Mali. Son efficacité contre le paludisme est supérieure à l'objectif de 75% requis par l'OMS. Avec le R21 sur la table, le monde dispose de 2 vaccins antipaludéens potentiels et certains acteurs souhaitent maintenant que l'OMS accélère l'approbation du R21. En rappel, le 29 avril 2021, l'ex-président du Faso Roch Kaboré avait reçu une équipe de chercheurs de l'unité clinique de Nanoro, conduite par le professeur Alidou Tento, l'investigateur principal du projet d'essai clinique d'un vaccin candidat. Un nouveau parti politique vient de marquer son entrée sur la scène politique burkinabé, dénommé Alliance politique pour le suivi de la transition, APST en abrégé. Ce parti se veut un cadre d'expression, d'analyse et de critique. L'APST entend apporter sa touche pour une transition réussie. C'est une coalition qui regroupe 5 partis politiques et qui a été présentée à la presse ce lundi 25 avril 2022 à Ouagadougou. Les détails avec Sarah Kaboré et Serge Kaboré. L'Alliance politique pour le suivi de la transition APST, c'est le nom du dernier né des partis politiques au Burkina Faso. Et cette conférence de presse se veut une cérémonie de lancement officiel de ses activités. Aussitôt les présentations faites, le nouveau parti a donné sa lecture sur la situation nationale. L'APST déplore les milliers de morts causés par les attaques terroristes. Et pour apporter sa touche dans la lutte contre le terrorisme, Achille Ouedraogo et ses camarades font des propositions aux autorités de la transition. Nous avons donc proposé le comité et de résistance pour que les populations s'organisent pour lutter contre l'hydre terroriste. Nous avons également proposé l'appel à contribution volontaire. Voilà. Je sais que de manière
informel, ça se fait déjà. Mais il est bon que nous puissions canaliser tout cela et puis pouvoir lui donner plus de force. Il faut qu'on sente que tout le monde est dans la bataille. Donc ça, c'est l'une de nos propositions. Nous avons également proposé la création de tribunaux spéciaux pour vider tous les tiroirs qui sont pleins de différents crimes et qui bloquent notre avancée. Nous avons proposé un plaidoyer pour la dépolitisation de la chefferie traditionnelle et coutumière. La dépolitisation de la chefferie traditionnelle et coutumière, un projet sur lequel la PST compte faire une pétition dans les jours à venir. Pour les conférenciers, l'implication des chefs traditionnels dans la politique est également à l'origine de la crise sociopolitique que le Burkina Faso traverse en ce moment. Il propose donc au MPSR d'écarter ces derniers de la scène politique. La chefferie coutumière et traditionnelle, c'est notre patrimoine culturel à tous. Ce sont les gardiens de nos cultures, ce sont les gardiens de notre cohésion sociale. C'est pour cela que nous disons qu'il n'est pas question pour des postes de députés, pour des postes de conseillers, qu'ils viennent, je vais prêter le mot, se salir dans la politique politicienne. Que nous avons beaucoup d'intelligence, beaucoup de schémas qui pourront les permettre d'être ce qu'ils veulent politiquement, d'être des députés, d'être des conseillers, sans pour autant rentrer dans la politique politicienne. En rappel, l'Alliance politique pour le suivi de la transition regroupe 5 partis politiques qui sont le Mouvement panafricain du Faso, la Marche pour la patrie, le Rassemblement des forces panafricaines, le Parti des militants du peuple et l'Union nationale de la jeunesse active. Dans les jours à venir, elle entend mener des activités pour accompagner la transition. Des activités qui seront bien entendu menées conformément aux idéaux de la Constitution et de la Charte de la transition, selon les premiers responsables de ce regroupement de partis politiques. Le nom Lionel Akabui vous dit certainement quelque chose. Il s'agit de ce jeune homme de 23 ans tué dans la nuit du 5 au 6 juin 2020 dans le quartier Ouagadougou de la capitale à Burkinabé. Un incident fort malheureux qui en son temps avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ce 25 avril 2022, la famille Kabui était face à la presse à qui elle a confié être toujours dans l'attente de la manifestation de la vérité et de la justice. Fatimata Nikema, présente à cette conférence, vous en fait le point. 23 mois après la disparition de Lionel Kabui, la douleur est encore vive dans sa famille et la tristesse se lit sur le visage de son géniteur. Face aux hommes et femmes de médias ce 25 avril, il est revenu sur les circonstances de la mort de son fils avec à la clé plusieurs questionnements. Pourquoi le procès verbal instruit par la gendarmerie de Ouagadougou a fait plus de 6 mois avant de parvenir au parquet? Attendre 6 mois, plus de 6 mois, pour la gendarmerie remettre ce PV-là, ça ne fait pas sérieux. Surtout qu'il y a eu mort d'homme. Pourquoi le gendarme qui a assassiné Lionel de sang-froid, en le criblant de dos et son véhicule, alors qu'il ne présenterait pas de danger pour l'hôtel ni les 3 gendarmes? On se pose la question. Et pour avoir des réponses à ces questions, Emmanuel Kabui dit avoir entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes pour connaître la suite donnée à sa plainte. Et c'est dans les colonnes d'un journal de la place qu'il apprendra 11 mois après les faits que le dossier est en instruction. À la date d'aujourd'hui, sauf si les choses ont changé il y a quelques jours, le dossier est au stade de l'instruction, c'est-à-dire des auditions. J'ai été personnellement auditionné en présence de mon avocat le 9 décembre. On dit, au moins là, ça bouge. Ça bouge, mais la famille Kabui ne se reconnaît pas dans l'intitulé du dossier. Selon les conférenciers, le dossier est intitulé « Affaire ministère public contre Bouddha Alexis Dimitri et autres, mise en examen pour détention illégale d'armes à feu, meurtre et mise en danger délibéré de la vie d'autrui et homicide involontaire ». La famille Kabui ne se reconnaît pas dans cette qualification des faits, car notre plainte a été déposée contre les gendarmes de faction dans la cour de l'hôtel Palace. L'intitulé de la chose, c'est un truc de Dimitri. Nous, on dit on n'est pas liés. Le lien n'était pas avec eux
pendant qu'ils se bagarraient. L'unité n'était pas avec eux. Donc on ne sait pas pourquoi on parle de l'affaire Dimitri, soit disant qu'il a porté une arme, il a tiré, ça. Bon, nous, on n'est pas dans ça. Tout ce que la famille demande, c'est une manifestation de la vérité par le rétablissement des faits. Emmanuel Kaboui souhaite surtout que le nom de son regretté fils soit blanchi. On a tout raconté sur lui. Ce petit-là ne mérite pas ça. Lionel, il ne sait même pas tuer une mouche. Et voilà, aujourd'hui, on dit, ouais, celui qui portait un pistolet, celui qui a tiré, le pistolet, les gendarmes ont riposté. Mais on a tout dit sur lui. Nous, on souhaite, afin que l'enfant repose en paix. Il en a besoin qu'il soit blanchi. La justice qui est là pour nous tous là, elle dit le droit, afin que l'enfant repose en paix et que nous aussi nous puissions faire notre deuil. Vous savez, ça fait 23 mois on est là. Dans la famille, personne ne dort. Cette conférence de presse a également permis à la famille Kaboui de dénoncer certaines pratiques dont elle dit avoir été victime. Selon elle, les médecins du centre de santé où a été hospitalisé son enfant l'ont amené à dépenser inutilement alors que l'enfant avait déjà succombé à ses blessures. Décédé suite à sa maladie, c'est ce qui est mentionné sur le certificat de décès de Lionel Kaboui, s'indigne son père. Ce dernier précise que son fils a perdu la vie après avoir été mortellement touché par balle. Deux cérémonies de passation de charges ont eu lieu ce lundi 25 avril 2022 au ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Le nouveau directeur de cabinet du ministre et le nouveau secrétaire général du dit ministère ont tous deux été officiellement installés dans leurs fonctions respectives. Ces deux responsables demandent l'accompagnement de leurs collaborateurs pour atteindre leurs objectifs. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre en charge de l'économie, Mamidriana Kamabou. Nommé en Conseil des ministres le 13 avril dernier, Sié Christophe Palinfo a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Après avoir témoigné sa reconnaissance à son ministre de tutelle, Sié Christophe Palinfo dit mesurer l'ampleur de la tâche qui lui a été confiée et demande le soutien de ses collaborateurs. Ma mission, c'est d'appuyer, accompagner le ministre dans l'accomplissement de ses missions conférées à travers l'acte de nomination des ministres de l'économie, des finances et de la prospective. C'est de l'accompagner, de l'appuyer de façon à ce que, en tout cas, les objectifs qui ont été fixés pour le ministère soient atteints à terme. Dans ces nouvelles fonctions de coordination des acteurs de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, le nouveau secrétaire général promet de veiller à l'amélioration continue de la qualité de production et des performances du dit ministère. Le respect de délais dans le cadre du traitement des courriers figure aussi parmi ses préoccupations. Dans un contexte national de transition, marqué par de fortes attentes et des défis colossaux à relever, nous nous engageons en lien avec les attributions du secrétaire général à accorder une attention particulière au traitement convenable des affaires et dossiers imputés et à veiller à l'alignement et à la cohérence des interventions des acteurs de mise en œuvre de la mission confiée au ministère. Celui qui occupe désormais le poste du secrétaire général du ministère en charge de l'économie est un économiste et planificateur, conseiller des affaires économiques, expert en planification et en gestion du développement. Jusqu'au 13 avril, Nicolas Combiané était secrétaire général de la Société de développement intégrée du pôle de Bagré et celui qui va désormais assurer la coordination des activités du ministère dispose d'une solide expérience dans le domaine de l'administration et de la gestion des finances publiques. C'est parti ce 25 avril pour les 72 heures de la première édition de AfriFinance Forum dans la capitale burkinabé. Un rendez-vous pour parler des défis de l'entrepreneuriat agricole en Afrique et des stratégies pour mieux impliquer les différents acteurs du développement. Des panels, des entretiens B2B et des expositions vont sans nul doute ponctuer les 3 jours de cette édition. Michael Tougri. Pour cette édition 2022, AgriFinance Forum réfléchit sur la problématique de l'entrepreneuriat agricole en Afrique. Au Burkina Faso, l'agriculture et l'élevage génèrent près de 80% d'emplois et contribuent à 30% au produit intérieur brut. Un secteur donc porteur et stratégique qui bénéficie de très peu de financement en dehors du financement public de l'État.
Les secteurs bancaires et financiers contribuent très peu au financement de l'agriculture, alors considéré comme un pilier de développement au Burkina Faso. Quand on prend l'environnement de financement bancaire pour le secteur, on n'a que 2%, ce qui dénote d'un faible financement du secteur et avec des besoins de financement élevés de la part des jeunes entrepreneurs. Et je pense qu'en plus des actions menées par l'État burkinabé pour continuer à financer le secteur, les initiatives comme AgriFinance Forum sont les bienvenues, qui nous permettent de rassembler les détenteurs de capitaux qui sont le système bancaire et le système financier décentralisé et les entrepreneurs qui ont des projets importants pour développer le secteur mais qui ont besoin aussi de ces capitaux-là. Et il est bien que des initiatives comme ça permettent de les mettre en contact de sorte que les projets soient présentés à ces détenteurs de capitaux pour qu'ils puissent véritablement financer ces projets nécessaires au développement du secteur agricole qui reste du moins un pilier important de notre système alimentaire. Cette première édition de AgriFinance Forum est donc une tribune d'échange et de rencontre entre les acteurs des chaînes de valeur agricole. Durant 72 heures, les acteurs du domaine vont se parler à travers plusieurs communications. Selon les organisateurs, AgriFinance Forum veut être un lien de mise en relation des acteurs des chaînes de valeur agricole et faciliter leur rapprochement tout en créant d'éventuels partenariats. AgriFinance Forum est un cas de rencontre de 72 heures que le cabinet a initié avec l'ensemble de ses partenaires pour réunir des professionnels de la chaîne de valeur agricole. Question de réfléchir sur la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, mais également permettre à tous les acteurs de la chaîne de valeur de pouvoir parler entre eux, interagir avec les décideurs politiques et formuler à terme des recommandations pour permettre également à tous les niveaux de la chaîne et même au niveau de la gouvernance et des politiques publiques qu'on tienne compte de ces acteurs-là qui participent beaucoup à l'économie nationale. Dans ces 72 heures de communication que tous les partenaires donneront durant les 72 heures, et également des B2B, des expositions, des B2C, c'est-à-dire que des rencontres entre acteurs eux-mêmes et aussi pour pouvoir nouer également, aller vers des joint ventures, des co-entreprises. AgriFinance Forum, qui a ouvert ses travaux ce 25 avril dans la capitale burkinabé, va se refermer ce 27 avril. Le ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi a tenu une conférence de presse ce lundi à Ouagadougou. Un rendez-vous avec les hommes de médias qui avait pour objectif de porter à la connaissance de tous l'opération dénommée Manamana ou encore Mon acte patriotique pour ma ville. Cette activité qui s'adresse à tous vise à renforcer l'engagement citoyen des jeunes à travers des actions de salubrité et d'assainissement. Yacinthe Sawadogo vous en parle. Susciter un engagement citoyen autour de la salubrité, renforcer le brassage entre les populations, contribuer à la réduction des maladies liées à l'insalubrité, sensibiliser les populations sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement, ce sont entre autres les objectifs recherchés à travers l'opération Manamana ou encore Mon acte patriotique pour ma ville. Cette opération naît de la volonté du gouvernement à travers le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi, se fera dans toutes les contrées du Burkina Faso. Vous savez très bien comment les gens vivent à Ouagadougou. Le matin, il sort avec sa voiture, c'est pas évident qu'ils connaissent même tous les jeunes de 6 mètres du quartier. Mais à travers une opération pareille, les gens vont apprendre encore à se connaître. Et ça contribuera à briser les barrières entre nous et à donner cet élan de solidarité à la population. Et c'est dans cette dynamique qu'on peut envisager beaucoup d'autres choses, avoir beaucoup d'autres visions ensemble. Comme par exemple, le début de la saison pluvieuse, toujours dans la vision de mon acte patriotique pour ma ville, avoir une famille, un arbre. Pour les membres du gouvernement présents à cette conférence de presse, aucune ligne budgétaire n'est prévue pour cette opération. Ils demandent donc l'accompagnement de tous pour des résultats probants. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les priorités du point de vue budgétaire vont du côté, n'est-ce pas, des solutions que nous devons apporter à la crise sécuritaire que nous traversons. Mais il n'est pas exclu que dans
les quartiers, dans les arrondissements, dans nos secteurs, il y a de bonnes volontés qui sont là. Peut-être que les initiatives peuvent être prises alors pour les approcher. C'est une façon de dire que pour ce qui concerne le gouvernement, nous sommes dans cette dynamique. À noter que le lancement officiel de l'opération Manamana ou encore Mon acte patriotique pour ma ville est prévu pour le 30 du mois en cours et sera placé sous le très haut patronage du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Pas de frontière entre la littérature et le théâtre. Les Frasques de Binto, le roman de l'ivoirien Amadou Koné qui traverse les époques, est adapté en pièce théâtrale par Noël Minungu et joué le 22 avril dernier, aussitôt à Ouagadougou. Pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre ou qui n'auraient pas vu la pièce, les Frasques de Binto relatent la vie de Binto, un brillant élève qui devra suspendre ses études afin de faire face à ses responsabilités parentales. Une histoire aussi émouvante que dramatique qui reste d'actualité dans notre société selon son metteur en scène, Michael Tougri. Les Frasques de Binto, repris sur les planches par le metteur en scène burkinabé Noël Minungu. Récit d'un jeune élève très brillant à l'école. Et Binto va tomber amoureux de Mireille et aimé par Monique. Admis à son brevet, celui qui rêvait d'un avenir meilleur va voir son rêve brisé. Une histoire d'amour entre Binto et Monique qui finit par un cauchemar. Et pour le metteur en scène de cette pièce de théâtre, son objectif est d'interpeller les parents puisque l'histoire, les Frasques de Binto, est de plus en plus d'actualité. Il ne se serait pas marié, mais moi, je n'ai même pas eu le choix. Vous amène dans le monde des ados. Alors, il faut d'abord avoir un enfant. Il faut l'éduquer à certaines choses rudimentaires. À un moment, l'enfant commence à grandir. L'avenir se prépare dans l'adolescence. Donc c'était peut-être pour moi, ou c'était pour moi une manière d'interpeller les parents que nous sommes à mieux nous impliquer à ce qui concerne l'éducation de nos enfants. À chaque fois, à la fin, des gens m'approchent et lèvent des questions en tant que père, en tant qu'ado, en tant que grand frère, en tant que grande sœur, en tant que mère, et puis bon voilà. Je suis satisfait dans ce sens. Et Binto doit abandonner ses études pour s'occuper désormais de sa famille. Employé comme contremaître dans une société de bananeraie, et Binto doit travailler pour assurer la paternité de la grossesse de Monique. L'adaptation de ce roman en pièce théâtrale a pris 45 jours et mobilisé une dizaine d'acteurs. Quand on est des humains, on est appelé à aimer quelqu'un un jour. Mais il y a de la prudence, il y a de la connaissance à avoir autour de ça pour ne pas tomber dans certains pièges trop faciles. Voilà, c'est malheureusement arrivé à Monique et Binto. Ça a cassé quelque chose dans leur existence. Binto qui essaye de rattraper ce qui s'est gâté, mais c'était trop tard. Les Frasques de Binto est un roman de l'écrivain ivoirien Amadou Koné. Paru en 1975, le roman adapté en pièce de théâtre est en programmation aussitôt jusqu'à la fin de ce mois d'avril. Réélu face à une extrême droite qui ne s'est jamais aussi bien porté, Emmanuel Macron va faire face à une série de défis majeurs dans les 5 prochaines années, du rassemblement d'une France fracturée aux répercussions de la guerre en Ukraine en passant par l'urgence climatique. La question du pouvoir d'achat devrait rythmer le début du quinquennat et les réponses apportées par le nouvel exécutif seront scrutées de près. Lors du discours qui a suivi l'annonce de sa réélection, Emmanuel Macron l'a assuré, ce nouveau mandat ne sera pas dans la continuité de celui qui s'achève. Le président est en effet attendu sur plusieurs chantiers prioritaires qu'il souhaite lancer dès le début de son quinquennat. En premier lieu, le pouvoir d'achat, alors que de nombreux produits ont subi dernièrement une hausse des prix importante, comme l'énergie, l'alimentation ou les matières premières. Emmanuel Macron avait promis sur TF1 le 13 avril de faire adopter dès cet été une loi exceptionnelle pour le pouvoir d'achat en augmentant notamment les pensions de retraite. Il propose aussi un chèque alimentaire pour les plus modestes, une revalorisation des minima sociaux et des salaires de certains fonctionnaires ou encore une nouvelle prime défiscalisée pour les employés allant jusqu'à 6 000 €.
Autre chantier qu'il souhaite lancer rapidement, la réforme des retraites. Une mesure déjà très contestée, ce qui a poussé Emmanuel Macron à revoir sa copie durant l'entre-deux tours. Il souhaite désormais repousser de 4 mois par an l'âge de départ pour arriver à 64 ans en 2027 ou 2028, avec une clause de revoyure en 2031 pour un éventuel passage à 65 ans. Le président élu est également attendu au tournant sur l'écologie, alors que son dernier mandat n'a pas été à la hauteur des ambitions et que l'État français a été condamné pour inaction climatique. Là encore, Emmanuel Macron a multiplié les promesses durant l'entre-deux tours. Son futur Premier ministre sera par exemple directement chargé de la planification écologique pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Il prévoit aussi la construction de nouveaux EPR nouvelle génération et de parcs éoliens en mer, ou encore la rénovation énergétique de 700 000 logements par an. Enfin, le président réélu devrait être rapidement rattrapé par les dossiers internationaux, notamment la guerre en Ukraine. Alors qu'il est toujours à la tête du Conseil de l'Union européenne, le chef de l'État français devra s'attaquer aux questions du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron a également affirmé qu'il souhaitait maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine pour obtenir un cessez-le-feu. Aucune rencontre n'est toutefois prévue pour l'instant. Le chef de l'État se rendra d'abord à Berlin pour rencontrer, comme le veut la tradition, son homologue Olaf Scholz. C'est la fin de cette édition. Bessogré John William Somda prend le relais avec toute l'actualité sportive dans votre magazine à Sport 3. Je vous donne rendez-vous demain avec certainement de nouvelles informations. Bonsoir.